Bonjour les gars et les filles. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai devant moi les foyers 104 dans un cours de fin d'année. Renaissance et humanisme 4. On continue aujourd'hui à parler des grandes explorations de la Renaissance. En particulier, on va voir pourquoi l'Amérique s'appelle comme ça, quand on a eu la conscience qu'il s'agissait d'un nouveau continent. Donc, la liste de noms que vous voyez aujourd'hui, qui sont les mots-clés, ce sont tous des navigateurs, des explorateurs. Mais dans la réalité, dans ces années-là, 15e et 16e siècle, il y avait énormément de gens qui naviguaient et qui exploraient, des dizaines et des dizaines. Ici, on va nommer ceux qui ont accompli un exploit particulier. D'accord? Alors, premier mot-clé, Jean Cabot. Son vrai nom était Giovanni Caboto. Vous voyez, comme je le dis bien, c'est un Italien, Giovanni Caboto. Ok, Giovanni Caboto, francisé Jean Cabot, anglisé aussi, John Cabot, et vénitien, mais mandaté par le roi d'Angleterre. D'accord? Et qu'est-ce qu'il cherche, lui? C'est 1487. Combien d'années plus tard que Christophe Colomb? La même année. Non, 5 ans plus tard. Donc, Christophe Colomb et d'autres navigateurs ont fait plusieurs voyages. Ils sont tout proches, mais finalement, l'Inde, ces marchés là, d'accord, ils ne l'ont pas trouvé, c'est côtoirs. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Jean Cabot essaie de trouver un passage au nord-ouest. Donc, il va plus au nord et pour trouver un chemin vers l'Inde. Mais qu'est-ce qu'il trouve à la place? Où est-ce qu'il arrive, d'après vous? Oui. Groenland. Et non, pas aussi au nord. Oui. Pôle Nord. Et où est-ce qu'il arrive? Il arrive au Canada. C'est le premier contact que l'ancien monde a avec le pays où nous vivons, le Canada. En fait, ça ne s'appelait pas Canada, c'est Jacques Cartier plus tard qui va le nommer Canada. Mais lui, il nomme le Labrador, il nomme Terre-Neuve, d'accord? Donc, il explore la côte atlantique de ce qui est le Canada et puis le Maine, d'accord? Donc, c'est le premier contact. Mais il explore, il ne prend pas possession. Jacques Cartier prendra possession, donc dans une perspective de colonisation. Lui, il cherche le passage, d'accord? Donc, voilà, donc c'est un peu tous ces voyages représentés ici qu'on va voir aujourd'hui, d'accord, Jean Cabot. Prochain mot-clé, Vasco de Gama, c'est un des plus importants. Hein? Qu'est-ce que Vasco de Gama a compris? Manouche, tu ne sais pas? Tu sais tout, tu ne sais pas. Ryan. Il a trouvé un passage vers l'Inde en allant vers l'Orient. En passant à l'Afrique, plus au sud. Alors, c'est vrai, mais il y a une imprécision. Ce n'est pas un passage qu'il a trouvé? Un chemin. Un chemin. Donc, il a établi la voie maritime. Il a établi la voie maritime pour l'Inde. D'accord? C'est lui qui a ouvert le chemin vers l'Inde. Alors, Vasco de Gama, vous voyez, donc, il a fait un long voyage, 1497, même année de Jean Cabot, mais il a exploré pendant 2 ans. Et lui, il a repris le chemin de Bartholomé Dias, mais s'éloigné de la côte de l'Afrique. Il a suivi et a voulu éviter les courants marins qui allaient contre. Il s'est rendu jusqu'au Cap et là, il est allé plus loin. Ok, Vasco de Gama arrive jusqu'à un endroit qui s'appelle le Mozambique. C'est un pays africain aujourd'hui. Il arrive dans un endroit qu'il appellera Natal, qui en portugais ça veut dire Noël, que c'était le temps de Noël. D'accord, quand il arrive là, et là, bon, il s'établit temporairement, il explore, il entre en contact, il arrive à communiquer avec les indigènes, et il fait des échanges aussi avec les indigènes, et là, il arrive dans sa main un artefact, un objet sculpté qu'il
connaissait déjà, dont la facture, la façon de le construire, il connaissait déjà. Il reconnaît que cet artefact-là vient de l'Inde. Alors qu'il comprend que ces gens-là ont aux autres aussi un canal de commerce avec l'Inde. Et alors, il continue son explorations, il pose des questions, il demande, il s'intéresse, d'accord? Et finalement, il arrive à Calcutta, en Inde, et il trouve finalement la vraie Inde, le vrai grand marché, et ramènera plein d'épices au Portugal. Donc, les Portugais seront donc à partir de ce moment ceux qui vont profiter en premier des grands commerces, malgré le fait qu'aller-retour, le voyage pour l'Inde en bateau, ça devait durer quelque chose comme 5-6 mois. Mais malgré ceci, malgré cette longueur, c'était extrêmement rentable. Des épices, des clous de girofle et du poivre qu'ils achetaient à des prix très bas en Inde, ils vont les vendre beaucoup plus cher en Europe et vont en profiter de ceci. Et ces voyages des Portugais, ça marquera aussi la première colonisation en Afrique. Et puisque le voyage était long, ils établissent 2 pieds-à-terre, là où les endroits. Un, c'est dans l'océan Indien, à l'aller, et c'est ici, c'est le Mozambique, hein, on l'a dit. Ils établissent un port, ils établissent un petit village pour les Portugais, pour se ravitailler, pour faire un arrêt. Et de plus en plus, ils vont s'établir, pénétrer dans l'intérieur, que ça sera une des premières colonies africaines. Et pendant qu'on colonisait toute l'Amérique, les Portugais aussi colonisent l'Afrique. Le Mozambique et l'autre pays de l'autre côté, c'était l'Angola. Donc l'Angola et le Mozambique, les premières colonies africaines qui appartiennent au Portugal. D'accord? Or, une dernière chose à dire pour conclure le mot-clé, c'est qu'à partir de ce moment, disons, le centre du commerce, le centre des grands voyages, ça va être l'océan Atlantique, les océans en général. D'accord? Donc, ça va marquer aussi le déclin de quelle autre voie maritime qui depuis l'Antiquité était au centre? Oui. Oui. La Méditerranée. La Méditerranée. D'accord? Donc, les villes italiennes qui en profitaient tellement de tous ces commerces vont être de plus en plus exclues. Puis, l'Italie n'est pas un pays uni. D'accord? C'est un pays fait de plusieurs petits États. Et ce n'est pas un pays qui a une côte sur l'Atlantique. Donc, l'Italie restera à l'écart de cette grande colonisation qui commence pendant ces années. Même si beaucoup de navigateurs, nous l'avons vu, étaient des Italiens, mais toujours envoyés par des monarques des pays atlantiques. Vasco de Gama qui arrive en Inde, à Calcutta, comme on imagine. Et ceci, c'est une photo que moi-même j'ai prise, se trouve à Lisbonne. Ce grand monument dédié à Vasco de Gama, c'est une grande gloire pour les Portugais, et à tous les navigateurs portugais, parce que les Portugais ont été un peuple de grands navigateurs qui ont beaucoup exploré la côte atlantique. Question? Oui. Donc, premièrement, il s'est rendu jusqu'au Cap, et après, il y avait avant d'aller en Inde, il y allait à quel Mozambique. Mozambique. Ouais. Et le deuxième, c'est après Mozambique. Angola. L'Angola et Mozambique, oui. Vous avez dit artefact. Un objet fait à la main. D'accord, un objet travaillé. Et Cabral. Cabral, c'est à l'origine de quel pays actuel? Alors, on va voir. Oui. Est-ce que c'est en Afrique? Non. Non. Cabral est un Portugais lui aussi. En 1500, il arrive au Brésil et commencera la colonisation du Brésil. Comment ça que Cabral est arrivé au Brésil? Il ne voulait pas aller en Brésil, il ne voulait pas aller en Amérique.
ce qu'ils voulaient faire, c'était de perfectionner la route maritime ouverte il y a quelques années plus tôt l'année avant par Vasco de Gama. Lui, il va aux îles du Cap-Vert et puis il suit encore plus les courants marins pour descendre au sud et puis virer vers l'est au niveau du Cap. D'accord? C'est plus long, mais c'est plus rapide grâce au courant marin. Et c'est comme ça qu'il va se planter sur la côte du Brésil, cette pointe du Brésil qui se penche vers l'est. D'accord? Et donc, il commencera la colonisation du Brésil. C'est tout sur Cabral. Là, on va parler de deux personnages, Vespucci et Waldseemüller. Vespucci, vous voyez comment je le prononce bien, Americo Vespucci, donc il est italien. Waldseemüller, que je prononce mal, hollandais. Hollandais, d'accord. C'est une langue germanique comme l'allemand. Alors, Vespucci était un navigateur, un explorateur, d'accord, un des temps d'explorateurs qu'il y avait à l'époque. Ça, c'est un explorateur secondaire, d'accord, mais on doit le nommer parce que c'est son prénom qui est devenu le nom du nouveau continent. Americo, c'est devenu l'Amérique. Mais ce n'est pas lui qui a donné son nom, ce n'est pas lui qui l'a appelé America. C'est plutôt Waldseemüller, il l'a appelé d'après son ami Americo Vespucci. Or, que Waldseemüller, lui, il n'était pas un navigateur. S'il n'était pas un navigateur, qu'est-ce qu'il était? Un cartographe. Quelqu'un qui dessinait des cartes. D'accord? Et donc, il recevait les informations, il regardait les cartes qu'il avait déjà, puis il recevait... Maïsan, pourrais-tu fermer la porte, s'il te plaît? Donc, il recevait des informations des navigateurs et il perfectionnait de plus en plus des cartes. Mais en particulier, il a reçu le journal de bord de Amerigo Vespucci. Parce que les navigateurs notaient tout. D'accord? Notaient s'ils voyaient des plages, s'ils voyaient des fleuves, s'ils voyaient des bois, tout en allant sur la côte avec des petits débarquements sans trop rentrer dans l'intérieur du continent. D'accord? Et les navigateurs, évidemment, avaient les moyens de repérage. On l'a dit, comment il s'appelait? Il s'en souvient comment il s'appelait cet objet, cet outil, oui. La boussole. Non, la boussole, l'astrolabe. Et l'autre s'appelait le sextant. D'accord? Ok. Donc, ils notaient. Ils avaient ils n'utilisaient pas les coordonnées actuelles, les longitudes et latitudes, mais ils avaient leur façon. Or, à partir de ces données, en particulier du journal de bord de Vespucci, Waldseemüller dessine cette carte dans l'année 1507. Et comme vous voyez, par cette carte, ça devient évident qu'il s'agit d'une masse continentale. Que cette terre-là, qu'on disait que c'était comme une sorte d'archipel pas loin de la vraie Inde, c'est en fait une masse continentale. Et puisque Vespucci avait exploré tout ce qui est la côte aujourd'hui du Venezuela et du nord du Brésil, il va écrire ici Tierra de Américo ou America. Et le nom est resté. Les autres cartographes ont pris la sienne, ont perfectionné au fur et à mesure qu'ils avaient des informations. Ils ont continué à utiliser le terme America et les navigateurs l'ont appelé comme ça. Et donc aujourd'hui, nous sommes en Amérique. D'accord? Voilà d'où ça vient. Donc c'est lui qui a nommé le continent où nous vivons, c'est Waldseemüller qui l'a nommé Amérique. Amérique, c'est juste le suffixe en français. Question? Amélie? Non, mais juste pour savoir, donc, l'italien, il a navigué, il a observé toutes les côtes, et après le cartographe, grâce à ça, il a pu savoir que c'est impossible. Oui. Ben, regarde, ça paraît. Qu'est-ce qu'on peut reconnaître ici? Qu'est-ce que c'est ceci? Qui est capable de reconnaître? Cette péninsule. Oui. Non, c'est pas rien à voir. Et la Chine. Le Japon. Mais non, c'est l'Amérique. Qu'est-ce que ça peut être, cette péninsule? Labrador, Terre-Neuve.
C'est la Floride. Ça, c'est Cuba. Ça, c'est Espagnol. Ce sont les Antilles. Ici, c'est l'Amérique centrale. Et ici, c'est la côte du Venezuela. Oui, Haïti, c'est espagnol. D'accord. Alors, prochain mot-clé. Ferdinand de Magellan, ou Fernand de Magellan. Ferdinand de Magellan. D'accord. Qu'est-ce qu'il a accompli, lui? Alexandre. L'expédition de Ferdinand de Magellan a fait le tour du monde. Mais on ne peut pas dire que Ferdinand de Magellan a fait le tour du monde. D'accord? Oui, effectivement. Il est mort dans le voyage. Mais il a réalisé une chose. Lui, il a atteint l'Asie en allant vers l'ouest. D'accord? Qui était l'objectif de... Qui voulait atteindre l'Asie? De Christophe Colomb. Ce que Christophe Colomb n'a pas réalisé, d'accord, que ici, par contre, Ferdinand de Magellan arrive à le faire. On va voir, Ferdinand de Magellan est un Portugais, mais mandaté, financé par cette exploration par le roi d'Espagne, Charles Quint, dont on parlera plus tard. D'accord? On parlera dans les prochains cours. Ok, Ferdinand de Magellan, donc il commence ce voyage, il a une énorme expédition, 5 bateaux, 5 gros bateaux, avec 260 hommes. Il part, il rejoint la côte du Brésil et il va de plus en plus vers le sud. Et à tout estuaire qu'il trouve, il rentre dedans en espérant que c'est finalement le passage pour aller de l'autre côté de l'Amérique. Désormais, c'est clair que c'est l'Amérique. D'accord, ah, peut-être c'est ici, non, ah, peut-être c'est ici, non, ah, peut-être c'est... Et à la fin, il le trouve. Il le trouve pratiquement au bout, presque au bout, ici. D'accord, il y a un passage entre la Patagonie et la Terre du Feu, la Terre del Fuego, c'est lui qui l'appelle comme ça parce que c'est pas mal au sud de l'Argentine, du Chili d'aujourd'hui, et les Amérindiens qui étaient là, la nuit, allumaient des feux. Et alors que ces bateaux voyaient toujours que ce feu-là, la nuit, et l'ont appelé Tierra del Fuego, non? Et là, il trouve le passage qui s'appelle le détroit de Magellan. Et finalement, il arrive à passer de l'autre côté. Or, ce périple qu'il avait fait dans l'Atlantique, d'accord, ce périple qu'il avait fait dans l'Atlantique avait été assez pénible. Il avait perdu des bateaux dans des orages, des ouragans, des tempêtes, d'accord? Quand il va de l'autre côté, la première impression qu'il a, c'est que, finalement, une mer qui est tranquille, on peut naviguer sans avoir trop de soucis. Et c'est pour cette raison qu'il appelait océan Pacifique, qui en fait n'est pas pacifique du tout, d'accord, qu'il y a plein d'ouragans, on les appelle les typhons, ce sont comme les ouragans, d'accord, mais c'est sa première impression qui l'emporte et ça reste le mot Pacifique. Il avance dans son voyage, il va plus vers le nord et là, il arrive finalement en Asie. Exactement où? Aux Philippines, à ce qu'aujourd'hui c'est le pays des Philippines. D'accord? Or, il débarque, il prend contact avec les autochtones des Philippines et il rentre aussi en conflit. Et un chef des autochtones des Philippines, facile à retenir son nom, Lapu-Lapu, le tue. Magellan est victime d'une attaque de ce chef des Philippines. D'accord? Or que son second devient l'admirail, s'appelle Elcano, en espagnol ça veut dire celui-là qui a les cheveux blancs, d'accord, Elcano, continue le voyage et il accomplira le tour du monde. D'accord? 3 ans plus tard, 1519-1522, ils arrivent. Ils étaient combien de bateaux au départ? 5. Il en arrive 1. Ils étaient combien d'hommes? 265. 260, il en arrive 20. Tous les restes sont dispersés, sont morts, d'accord, ils ont été tués, d'accord, ils ont été abandonnés. Okay? Mais ces 20 hommes-là, ils ont fait le tour du monde.
tous les savants, tous les navigateurs de l'époque savaient que la Terre était sphérique, mais ici, il a donné la preuve absolue de ceci. D'accord? Oui. J'ai deux questions. La première, c'est qui Alcaraz déjà? C'est le second de Magellan qui deviendra l'admirail à la mort de son chef. Et aussi, pourquoi c'est un Portugais, donc pourquoi il ne fait pas le voyage c'est pourquoi le roi du Portugal, celui qui dirige le Portugal, il lui demande pas de faire le voyage et c'est le roi d'Espagne qui va lui demander? Parce qu'ils vont avec ceux qui les financent. Et puis, on en parlera l'année prochaine, il y avait un pacte déjà entre l'Espagne et le Portugal. Le Portugal aurait exploré tout ce qui était à l'est. L'Espagne aurait, selon ce pacte, devait explorer tout ce qui était à l'ouest. Donc, même si était portugais, va à l'ouest parce que les Espagnols l'envoient. D'accord? On parlera du traité des Tordesillas dans un des prochains cours. Encore que deux personnages à nommer. Giovanni da Verrazzano, je le prononce très bien, donc il est italien. Attention, avons bien prononcé la double R comme en espagnol, verra. Et Zano, pas Sano, Zano, Zano comme pizza, pizza Giovanni da Verrazzano. Ok, italien lui aussi, mais qui l'envoie? Non. Non. La France. C'est le roi de France qui l'envoie, François Ier, dont on parlera, d'accord, celui-là qui a fait le château de Chambord, on parlera beaucoup de François Ier. Le même qui envoie Jacques Cartier plus tard, d'accord. Giovanni da Verrazzano en 1524, lui aussi, il explore. Il explore quoi? Il explore la côte atlantique de l'Amérique du Nord. Et c'est considéré comme à l'origine de l'histoire de ceux qui aujourd'hui sont les États-Unis. Parce que c'est lui qui va explorer la côte orientale des États-Unis. D'accord? Et c'est lui le premier qui a eu une idée de comment devait être énorme cette masse continentale. D'accord, qui devait être beaucoup plus grande que l'Europe, ce nouveau continent. Vous savez de quoi il a compris? Ce n'est pas qu'il est allé à l'intérieur du continent, non, ça c'était impossible. Quel était l'indice? On va voir si quelqu'un y arrive par intuition. Montagne. Oui. L'horizon. Non. Montagne. Non. Les oiseaux. Les fleuves. En côtoyant la côte, sur la côte, il voyait beaucoup de fleuves qui se jetaient à la mer, avec des quantités énormes d'eau. Il les comparait avec les fleuves qu'il y avait en Europe, il voyait qu'ils étaient beaucoup plus nombreux et beaucoup plus grands. Donc, pour récolter toute cette masse d'eau, ça prenait un territoire immense en arrière de ces fleuves. Et il ne se trompait pas. Dernier explorateur dont on va parler, Jacques Cartier. Jacques Cartier, vous savez, est relié directement à notre histoire parce que c'est lui qui nomme notre pays, Canada. C'est lui qui nomme aussi, pas notre ville, mais l'île de Montréal. C'est lui qui nomme Montréal l'île où nous vivons, l'île fluviale. D'accord. C'est lui qui nomme aussi Saint-Laurent. Il arrive dans le golfe du Saint-Laurent, c'était le 10 août. Et c'est dans le calendrier de l'Église catholique, c'est la Saint-Laurent, célèbre ce saint des premiers siècles du christianisme. Et donc, le golfe, c'est Saint-Laurent, l'estuaire a le même nom, le fleuve. Aujourd'hui, par extension, la route, le boulevard principal de Montréal, c'est le Saint-Laurent. Toute la vallée s'appelle la vallée du Saint-Laurent. Et donc, nous sommes des Laurentiens aussi. D'accord? Et puis, comment s'appellent les montagnes? Les Laurentides, qui sont au nord de Montréal. Donc, imaginez que Jacques Cartier arrivait au golfe le jour de la Saint-Charles. On serait tous, au lieu des Laurentiens, on serait tous des charlatans. Alors,
Euh, Jacques Cartier, quand il arrive, il débarque à Gaspé, il plante une croix et fait une cérémonie solennelle au nom du Christ et du roi de France, François Ier. Je prends possession de ce pays. Mais un moment, il y a quelqu'un qui prend des notes et dit, mais comment il s'appelle ce pays? Hé, toi, sauvage, comment il s'appelle ce pays? Et l'Amérindien va dire quelque chose, se comprend plus ou moins, quelque chose qui dans sa langue veut dire que beau pays, beau paysage, donc Canada, Canada, et c'est resté Canada. D'accord? Bon, quoi encore, qu'est-ce qu'on peut dire? Il reviendra une année plus tard et il se rendra jusqu'à Montréal. Il explore l'intérieur du continent, naviguant dans les estuaires et les fleuves du Saint-Laurent. Mais il ne pourra aller pas plus loin que Montréal. Pourquoi? À cause des rapides. Son bateau touche sur le fond, donc il ne peut plus avancer. D'accord? Là, aujourd'hui, il y a le village de la Chine. Et c'est pour ça que, 2 siècles plus tard, ils ont fait le canal de la Chine pour permettre aux bateaux d'aller jusqu'au Grand Lac. D'accord? Ok. Et il faut savoir une chose. Jean Cartier, quand il arrive au golfe du Saint-Laurent, on se serait attendu que les Amérindiens qui sont là, qui voient un grand voilier, ce grand bateau, beaucoup plus grand de leur petit bateau qui était des canots, et on se serait attendu qu'ils le regardent comme des extraterrestres, comme si aujourd'hui un vaisseau spatial arrive de je ne sais pas de quelle planète. Non? Mais non. Dans la réalité, nous savons du journal de bord de Jacques Cartier que les Amérindiens, avec leurs petits bateaux, avec les canots, s'approchent de son voilier et n'ont pas peur du tout. D'accord? Que les soldats là préparent leurs fusils, mais les Amérindiens n'avaient aucune intention offensive. Et quand ils sont à une distance d'un contact visuel, ils lèvent quelque chose dans leurs mains. Qu'est-ce qu'ils leur montrent? Il leur montre des fourrures, des peaux d'animaux, des peaux de castors et d'autres fourrures. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués à voir des voiliers qui venaient de l'Europe. D'accord? Parce qu'en effet, avant même que Jacques Cartier arrive, lui, il est mandaté par le roi de France, c'était une expédition officielle. Mais il y avait des pêcheurs, des marins pêcheurs de La Rochelle, du Pays Basque, qui arrivaient jusqu'au golfe du Saint-Laurent, qui faisaient la pêche de la morue. Il y en avait en masse, ils jetaient leurs filets, ils les retiraient, ils étaient pleins de poissons. D'accord? Donc, ils devaient aussi débarquer. Pourquoi ils devaient débarquer? Ils devaient débarquer parce qu'il n'y avait pas de congélateur ou de frigo. Et les poissons, il faut trouver une façon pour les ramener en Europe. Quelle était la méthode pour les conserver? Oui. Le salage et le séchage, les deux, une combinaison entre les deux. Ce qu'en espagnol, c'est le bacalao. Hein, c'est pas la morue, c'est dans certains magasins, certaines poissonneries, on les vend encore. Et on peut faire de très bonnes recettes. D'accord? Alors que, pour ramener ce poisson et le vendre en Europe, il descendait, il faisait des filets de poisson, d'accord? Il le mettait à sécher, et puis le traitement avec le sel, et puis le stocker dans des tonneaux. Donc, quand il débarquait pour faire cette opération, il rentrait en contact avec les Amérindiens. Et là, échange de cadeaux, au troc, appelez-le comme vous voulez, au commerce. Et il faisait du commerce avec les Amérindiens. Les Amérindiens aimaient surtout la quincaillerie, les casseroles à fer que les Amérindiens du Canada ne connaissaient pas la métallurgie. Donc, avoir une hache en fer, c'était un instrument extrêmement puissant qu'ils pouvaient avoir. Ils avaient encore des haches en pierre. Non? Et donc, quand Jacques Cartier arrive dans le golfe du Saint-Laurent, ce bateau, probablement, des Amérindiens voulaient prendre contact avant les autres pour avoir leur hache, leur casserole en échange de fourrures. Comprenez-vous? Donc, et cependant, Jacques Cartier, une dernière chose à dire, il essayera de
faire un premier établissement au Canada, d'accord, entre Montréal et Québec. Mais ça sera un échec, d'accord, ils vont tomber malades, il retournera en France, puis il pensait d'avoir trouvé de l'or, et non, c'était de la pyrite. Puis finalement, en France, ils vont se faire l'idée, au Canada, il n'y a rien d'intéressant, d'accord, il y a seulement... il y a seulement des arpentes de neige, c'est une expression célèbre de Voltaire. Seulement plus tard, il décide de s'installer pour le commerce de la fourrure. Mais 74 ans plus tard, qui a fait le premier établissement français au Canada? Ça, il faut savoir. Samuel de Champlain. Où ça c'est plus facile? À Québec, d'accord. En quelle année? 1608. 1608, d'accord. Bon.